Le soir de Turin n'est pas un faux, bien au contraire. Ce soir est un tissu qui, selon la tradition, a servi à envelopper le corps de Jésus après sa crucifixion. Depuis sa première apparition dans l'histoire, il a suscité la controverse. Et son authenticité a toujours été mise en doute. Barry Schwartz fixa le rapport AD-In avec incrédulité, les mains tremblantes, tandis que la réalité commençait à s'imposer à lui. Après avoir passé plus de 4 décennies à étudier le soir de Turin, il pensait avoir découvert toutes les surprises possibles que l'artefact pouvait réserver. Mais cette découverte changea tout. Le matériel génétique, extrait des fibres anciennes, ne correspondait à aucune population connue ou attendue. Il n'était lié ni aux Européens du Moyen Âge, ni aux équipes de restauration italiennes, ni même aux populations de la Palestine de l'époque romaine. Au lieu de cela, le laboratoire a découvert des marqueurs d'ADN liés à des régions qui semblaient totalement impossibles et a laissé les chercheurs perplexes quant à leur présence. Les séquences d'ADN étaient si inhabituelles et difficiles à expliquer que 3 généticiens différents auraient refusé d'approuver les résultats finaux. Perturbé par ce qu'il voyait, Barry Schwartz a posé une question simple au chercheur principal: à quoi avons-nous affaire exactement? Sa réponse le marqua à jamais. Barry, honnêtement, je ne sais pas. Personne ne le sait. Et pour être honnête, certains de mes collègues ne veulent nécessairement pas savoir. C'est à ce moment que Schwartz commença à prendre conscience de quelque chose de profondément troublant. La communauté scientifique n'était pas simplement déconcertée par ces preuves. Nombre de chercheurs semblaient véritablement inquiets quant à leurs implications. Mais pour comprendre pourquoi cette découverte de ADN a suscité tant de peur et de controverses à huis clos dans les laboratoires, il faut d'abord comprendre comment un photographe juif sceptique a fini par devenir l'un des plus grands experts mondiaux sur l'artefact le plus controversé de l'histoire de l'humanité. Car au cours de ces 40 années d'enquête, Schwartz a mis au jour des preuves que certains pensent que de puissantes institutions préféreraient garder cachées à jamais. Après des années de travail, Schwartz et son équipe ont finalement publié leurs résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture reconnus, permettant ainsi au monde entier de les examiner. Réfléchissez-y un instant, quiconque a retiré ce linceul de la tombe risquait sa propre vie. À cette époque, les autorités romaines exécutaient des gens pour bien moins que ça. Maintenant, posez-vous honnêtement la question: quelqu'un accepterait-il volontairement d'être crucifié juste pour sauver un simple morceau de tissu appartenant à son voisin? Ou bien ne prendrait-il un tel risque terrifiant que pour quelqu'un dont il croyait sincèrement qu'il avait accompli l'impossible et vaincu la mort elle-même? L'existence même de ce tissu soulève des questions que de nombreux livres d'histoire abordent rarement. L'histoire a véritablement commencé en 1968, alors que Barry Schwartz était déjà reconnu comme l'un des meilleurs photographes techniques d'Amérique. Il était le genre d'expert en imagerie auquel la NASA faisait confiance pour gérer des projets hautement sensibles et classifiés. Aussi, lorsqu'un groupe de scientifiques américains d'élite l'invita à participer à une enquête secrète sur le soir de Turin, sa première réaction fut presque de l'incrédulité. À l'époque, Schwartz était convaincu que le soir n'était rien de plus qu'un faux médiéval. Probablement une peinture habile créée par un artiste talentueux il y a des siècles. Il pensait que le voyage serait simple. Se rendre en Italie, examiner le tissu, trouver des traces évidentes de peinture ou de coups, de pinceau en quelques heures, et rentrer chez lui une semaine plus tard, le mystère résolu. Pour lui, cela ressemblait moins à une enquête révolutionnaire qu'à des vacances européennes gratuites, avec une conclusion facile à la clé. Barry Schwartz a même plaisanté publiquement au sujet du linceul lors de conférences, le rejetant avec assurance comme n'étant rien de plus qu'un faux. Ce commentaire allait le poursuivre pendant les 40 années suivantes. Mais tout a changé dès son arrivée à Turin. L'image sur le soir lui a immédiatement paru différente de tout ce qu'il avait vu auparavant, lui ou les autres experts. Comme l'a expliqué plus tard un chercheur, il y avait quelque chose d'unique et d'inhabituel à son sujet. Quelque chose qui ne ressemblait à aucune image connue qu'il connaissait. Pendant 5 jours et 5 nuits épuisantes, l'équipe a travaillé presque sans relâche, dormant très peu, enchaînant les expériences sur l'étoffe ancienne.
Schwartz a soigneusement photographié chaque fibre microscopique, chaque marque étrange et chaque détail caché dans le tissu. Et peu à peu, la confiance avec laquelle il était arrivé commença à s'évanouir. Ce qu'ils découvrirent était incompréhensible. Il n'y avait aucune trace de pinceau visible sur le tissu. Aucune trace de peinture, de pigment ou de teinture. Aucune preuve d'une quelconque méthode artistique, connue de quelque période de l'histoire écrite. L'image mystérieuse sur le suaire n'était pas peinte. Elle n'avait pas été brûlée, ni imprimée sur le tissu. Et elle n'avait pas non plus été créée à l'aide d'une quelconque technique photographique. Plus ils approfondissaient leurs recherches, plus le mystère devenait étrange. Cette image n'aurait tout simplement pas dû exister. Et pourtant, elle était là, sous leurs yeux, dissimulée dans le tissu ancien. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus étrange. Barry Schwartz a tenté à plusieurs reprises de se désengager de l'enquête. Il se répétait sans cesse que ce n'était pas à lui de résoudre ce mystère. Après tout, il était juif. Quel lien avait-il avec une relique chrétienne que l'on croyait vieille, de près de 200 ans? Pourtant, malgré tous ses efforts pour passer à autre chose, quelque chose le ramenait sans cesse vers le suaire. Il ne pouvait l'expliquer, mais le mystère refusait de le lâcher. L'histoire prit alors une tournure encore plus inattendue lorsque Don Lin s'en mêla. Lin n'était pas un scientifique comme les autres dotés d'un CV impressionnant. Il avait participé à certaines des missions spatiales les plus légendaires de la NASA, notamment Voyager et Galileo. En tant que l'un des plus grands experts en imagerie du Jet Propulsion Laboratory, il jouissait d'un immense respect dans le monde scientifique. Chaque fois que Don Lin prenait de la parole, on l'écoutait attentivement. Lors d'une réunion de planification tendue, Schwartz posa enfin la question qui le préoccupait depuis le début. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il. « Dadi kumshine ishwis, qu'un juif sans aucun lien avec ces histoires de religion. » La réponse de Lin le frappa instantanément. Calmement et sans hésitation, il dit « Jésus était juif lui aussi. » Puis il se pencha et parla plus doucement. Peut-être que Dieu voulait l'un de ses élus dans cette équipe. À cet instant, Schwartz sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'atmosphère dans la pièce sembla soudain plus pesante, presque différente. Mais Lin n'avait pas terminé. Il a dit à Schwartz d'aller à Turin, de faire de son mieux en tant que professionnel et de faire confiance au fait que le but plus grand de tout cela se révélerait finalement. Ces quelques mots simples ont changé toute la direction de la vie de Barry Schwartz. À l'époque, il était loin de se douter qu'il s'engageait dans une affaire qui allait le passionner pendant les 40 années suivantes. Au fil de l'enquête, Schwartz prit peu à peu conscience d'une chose troublante. Il commença à penser que beaucoup de chrétiens n'étaient pas informés de toute la vérité sur le suaire de Turin. Mais l'analyse d'images choquantes n'était que le début. Au cours des 3 années intenses qui suivirent, l'équipe de recherche réalisa sur le tissu presque tous les tests scientifiques imaginables. Leur objectif était simple: démasquer, une fois pour toutes, la supercherie du linceul, publier les résultats et passer à autre chose. Au lieu de cela, ils n'ont cessé de se heurter à des impasses. On n'a trouvé aucune trace de peinture sur le tissu, ni de résidus de teinture, ni de marques de brûlure, ni de traces de produits chimiques photographiques, ni de matériaux artistiques connus quelle que soit leur époque. Rien ne pouvait expliquer la formation de cette image mystérieuse. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. L'équipe n'a pas seulement échoué à identifier la méthode utilisée pour créer l'image. Après des années de recherche scientifique, évaluée par des pairs et publiée dans des revues respectées, ils ont conclu qu'aucune technologie connue dans l'histoire de l'humanité ne pouvait reproduire une image présentant les mêmes caractéristiques inhabituelles que celles trouvées sur le suaire. Réfléchissez-y un instant. L'humanité a envoyé des robots sur Mars cartographier le génome humain et percer les secrets de l'atome. Pourtant, même avec les technologies modernes, les scientifiques ne parviennent toujours pas à recréer intégralement l'image du suaire de Turin. Lorsque l'équipe a finalement publié ses conclusions détaillées, un événement inattendu s'est produit. La communauté scientifique n'a pas lancé d'attaques massives ni publié de réfutations fracassantes.
Au contraire, le silence a régné. Une réaction inquiète et étrangement discrète qui n'a fait qu'épaissir le mystère. Aucun effort académique majeur n'a été entrepris pour contester ou réfuter sérieusement les recherches détaillées de l'équipe. Aucune vague de protestation scientifique. Aucune réfutation publique cinglante. Juste un silence gênant qui semblait s'être répandu dans la communauté scientifique. Presque comme si certains préféraient que le débat n'aille pas plus loin. Mais c'est là que le parcours personnel de Barry Schwartz devient beaucoup plus émouvant et complexe. Même après avoir vu toutes les preuves de ses propres yeux, il refusait toujours de croire pleinement à l'authenticité du soir. Pendant près de 18 ans, Schwartz a conservé son scepticisme, malgré tout ce que les tests scientifiques avaient révélé. Un point continuait de le préoccuper plus que tout autre, le sang. Les taches sur le soir paraissaient toujours rouges. Or, quiconque possède des connaissances médico-légales de base sait que le sang séché prend généralement une couleur brun foncé après seulement un court laps de temps exposé à l'air. Pour Schwartz, ce détail n'avait absolument aucun sens et le confortait dans l'idée que quelque chose clochait avec cet artefact. Cette unique question, restée sans réponse, devint le dernier obstacle entre lui et la foi. Puis en 1995, tout changea. Schwartz reçut un appel téléphonique qui allait bouleverser sa compréhension du soir de Turin. Des années plus tard, il a admis que cette conversation avait enfin répondu à la seule question qui l'avait empêché d'accepter l'authenticité de l'artefact A. L'homme à l'autre bout du fil était le Dr. Alan Adler, biochimiste, formé à Harvard, expert en chimie sanguine, de renommée internationale et autre chercheur juif, jouissant d'une excellente réputation scientifique. Quand Adler parlait de preuves sanguines, on l'écoutait attentivement car peu d'experts au monde maîtrisaient mieux le sujet que lui. Quand le Dr. Alan Adler parlait de preuves sanguines, même les gouvernements et les grandes institutions scientifiques étaient très attentifs. Aussi, lorsqu'il appela Barry Schwartz, son ton inhabituellement sérieux se fit immédiatement remarquer. « Barry », dit Adler. Les échantillons de sang prélevés sur le linceul contiennent des niveaux extrêmement élevés de bilirubine. Schwartz, perplexe face à ce terme technique, demanda ce qu'il signifiait réellement. Adler expliqua alors quelque chose qui changea tout. Lorsqu'une personne subit un traumatisme physique extrême, de violents coups, des flagellations brutales, des plaies perforantes causées par des épines acérées et finalement une crucifixion, son corps entre dans un état de choc massif. Au cours de ce processus, le taux de bilirubine dans le sang peut augmenter considérablement, car le foie ne parvient plus à la métaboliser suffisamment rapidement. De plus, le sang présentant un taux anormalement élevé de bilirubine peut rester rouge au lieu de devenir brun foncé avec le temps. À cet instant, Schwartz sentit un frisson le parcourir, son esprit passa en revue près de 20 ans de recherche. La réponse était, sous ses yeux depuis tout ce temps. Il lui manquait simplement les connaissances biochimiques spécialisées, nécessaires pour comprendre ce qu'il voyait. À cet instant précis, ses derniers doutes s'évanouirent. Pour lui, le soir n'était plus seulement un possible artefact historique. Il acquit la conviction qu'il s'agissait bien de ce que beaucoup avaient toujours cru le linceul de Jésus de Nazareth. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. À bien des égards, ce n'était que le début. Les découvertes ultérieures des chercheurs, grâce aux tests génétiques modernes, ont plongé le mystère dans des zones encore plus obscures. Selon certains témoignages, c'est cette partie de l'enquête que la plupart des débats publics ont tendance à totalement éluder. Lorsque les scientifiques ont extrait des échantillons d'ADN des fibres anciennes du soir, ils s'attendaient à trouver une contamination ordinaire. Accumulées au fil des siècles, des traces laissées par les moines médiévaux, les manipulateurs européens, les équipes de restauration et les conservateurs italiens, qui avaient touché ou préservé le tissu au cours de l'histoire. Mais, selon les informations recueillies, les preuves génétiques ont révélé quelque chose de bien plus inhabituel que prévu. L'analyse génétique a mis en lumière un élément profondément troublant pour les chercheurs. Les séquences d'ADN contenaient des marqueurs liés à plusieurs régions géographiques totalement différentes. Certaines traces provenaient du Moyen-Orient, ce qui était prévisible et logique d'un point de vue historique.
Mais on y trouvait aussi des marqueurs génétiques liés à l'Asie du Sud, à l'Afrique du Nord, et à d'autres populations anciennes, qui semblaient étrangement déplacées sur un simple morceau de tissu censé dater du 1er siècle à Jérusalem. Ce qui troublait encore plus les chercheurs, c'était le motif lui-même. D'après les personnes impliquées dans l'analyse, l'ADN ne ressemblait pas à une contamination ordinaire causée par des siècles de manipulation aléatoire. Les séquences apparaissaient exceptionnellement spécifiques et concentrées presque trop organisées pour correspondre aux explications habituelles d'un contact accidentel au fil du temps. Certains généticiens ont admis en privé n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. Les résultats ne correspondaient pas exactement au modèle scientifique existant concernant la contamination historique, le transport ou l'exposition naturelle. D'après les informations recueillies lors de l'enquête, certains chercheurs ont hésité à divulguer publiquement l'intégralité de leurs conclusions. C'est là que le mystère prend une tournure bien plus inquiétante. Officiellement, de nombreux spécialistes reconnus soutiennent encore que le Sphère de Turin est une création médiévale réalisée par un artiste inconnu. Cependant, le débat persiste en raison de plusieurs questions non résolues. La composition sanguine, suggérant un traumatisme physique grave, le processus de formation d'images que les chercheurs peinent encore à reproduire avec les technologies actuelles, et maintenant les preuves ADN inhabituelles qui semblent soulever plus de questions que de réponses. On aurait presque dit que la conclusion avait déjà été décidée d'avance et que les preuves matérielles ne devaient que la confirmer. Mais selon certains chercheurs, les preuves ne correspondent pas parfaitement à cette explication. Au fil des ans, un certain nombre de théories inhabituelles ont discrètement circulé dans les cercles de recherche. Certains scientifiques auraient discuté de séquences génétiques qui ne correspondent pas clairement aux bases de données de populations standards. D'autres ont pointé du doigt des fragments d'ADN qui semblent incomplets ou altérés d'une manière qu'ils jugent difficile à expliquer par le seul vieillissement biologique normal ou une contamination. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux sceptiques ne rejettent plus catégoriquement ces preuves. Certains sont plutôt réticents à s'y intéresser, peut-être parce qu'un examen approfondi des résultats ADN pourrait soulever des questions auxquelles les modèles scientifiques actuels peinent à répondre aisément. Ces preuves pourraient-elles suggérer que le tissu est bien plus ancien qu'on ne le pensait traditionnellement? Ces marqueurs génétiques inhabituels pourraient-ils révéler des aspects de l'histoire que nous ne comprenons pas encore pleinement? Et certains chercheurs ont-ils discrètement évité le débat public parce que les implications restent trop controversées ou incertaines? Ces idées restent très controversées et non prouvées, mais elles continuent d'apparaître dans des discussions privées entre chercheurs reconnus, plutôt que dans les publications universitaires traditionnelles. D'après certains participants à l'enquête, ces conversations sont rarement publiées dans des revues à comité de lecture ou font l'objet de débats scientifiques publics. Barry Schwartz lui-même s'est par la suite agacé de la manière dont l'histoire était souvent présentée au public. Après des années de recherche, il a soutenu que la couverture médiatique du suaire était souvent trompeuse simplifiée à l'extrême, voire parfois totalement inexacte. Barry Schwartz a finalement pris une décision qui allait façonner le reste de sa vie et définir son héritage professionnel. En 1996, il a créé Shroud Point comme un site web qui est devenu l'une des collections les plus vastes et les plus détaillées au monde de recherche scientifique sur le Sphère de Turin. Bien avant que Google ne devienne largement connu, des millions de personnes visitaient déjà le site pour explorer les preuves et mener leurs propres recherches. Ce qui rendait le projet inhabituel, c'était l'engagement de Schwartz à le maintenir totalement indépendant. Il refusait toute publicité, tout parrainage et toute influence commerciale extérieure. Son objectif était simple, garantir un accès libre aux données scientifiques, telles qu'elles existaient sans filtrage ni pression de la part des entreprises ou des institutions. Puis en 2009, il a officiellement fondé l'Association pour l'éducation et la recherche sur le Sphère de Turin, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation des recherches et à leur mise à disposition pour les générations futures. Au fil des ans, ses motivations ont été maintes fois remises en question. Pourquoi un Juif consacrerait-il une si grande partie de sa vie à rechercher et à préserver des preuves liées à Jésus? Schwartz donnait toujours la même réponse simple.
Son rôle n'était pas de dire aux gens ce qu'ils devaient croire, mais de s'assurer que les preuves elles-mêmes survivent et restent accessibles. Mais au-delà du travail scientifique, l'enquête l'a affecté à un niveau personnel beaucoup plus profond que la plupart des gens ne le pensaient. Après des décennies passées à présenter des recherches et à parler publiquement du soir, les gens ont progressivement cessé de lui poser uniquement des questions sur l'artefact. Au lieu de cela, ils ont commencé à poser une question plus personnelle. Que crois-tu maintenant, Barry? Pendant une grande partie de sa vie, Schwartz avait évité d'affronter directement cette question. Il avait grandi dans une famille juive, orthodoxe, traditionnelle, entourée de coutumes religieuses et de traditions sacrées. Mais devenu adulte, il avait largement mis de côté la spiritualité, la considérant comme quelque chose d'éloigné de sa vie professionnelle. Pourtant, après des décennies passées à examiner le mystère du soir, un événement inattendu se produisit. C'est avec une voix douce et presque à contre-cœur qu'il a admis que cette expérience l'avait changé intérieurement. En repensant à ce parcours des années plus tard, Schwartz a déclaré avoir été surpris de réaliser que la foi, ou du moins la possibilité de quelque chose de plus grand, avait toujours été présente dans sa vie, même lorsqu'il pensait l'avoir abandonnée. Pour Barry Schwartz, Dieu n'avait jamais vraiment disparu de sa vie. Il croyait que cette présence attendait simplement en silence qu'il la reconnaisse enfin. Schwartz n'a jamais entrepris son cheminement en cherchant à prouver une croyance religieuse ou à convaincre qui que ce soit d'une conclusion particulière. Photographe et chercheur professionnel, il suivait les indices qu'il le mène. Selon lui, ce cheminement aboutissait à des questions auxquelles la science moderne peine encore à répondre pleinement. Plus il approfondissait ses recherches, plus le mystère devenait troublant. Les traces de sang semblaient incompatibles avec un traumatisme physique grave. L'image sur le tissu a résisté à toutes les tentatives de reproduction scientifique, quelles que soient les méthodes ou technologies connues. Et les résultats inhabituels de l'analyse ADN n'ont fait qu'ajouter à l'incertitude d'un débat déjà controversé. Pour de nombreux chercheurs, le soir reste l'un des artefacts les plus difficiles à expliquer avec une certitude absolue. Certains y voient une preuve possible liée à la résurrection de Jésus. D'autres pensent qu'il s'agit d'une création d'une sophistication extraordinaire réalisée grâce à des techniques encore mal comprises aujourd'hui. Chacune de ces explications a des implications considérables, ce qui explique pourquoi le débat autour du soir de Turin se poursuit après des décennies de recherche. La vraie question demeure donc, que pensez-vous après avoir examiné les preuves et entendu l'histoire qui se cache derrière tout cela?